L'enregistrement est en cours. Et ben, l'enregistrement est à court, donc on peut démarrer. Je vais démarrer rapidement par une présentation un peu du cadre de pourquoi nous sommes ici ensemble et qu'est-ce qui nous réunit aujourd'hui pour ce webinaire. Je vais vous partager mon écran et n'hésitez pas à tout moment, en tout cas, à poser des questions si vous avez des questions. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, oui. Ouais, c'est bon. Ok. Et ben, si vous voyez mon écran, c'est parfait. Donc là, nous sommes un peu dans un cycle de webinaires à destination des membres du RCC Hauts-de-France. Et donc, c'est le premier webinaire de ce cycle sur la réglementation du compostage de proximité. Donc, nous serons ensemble jusqu'à 15h30. Il y aura une première partie très courte d'accueil et de présentation de ce qu'on fait en ce moment. Ensuite, Lorraine va intervenir sur la question de la réglementation, donc euh, je la laisserai se présenter plus en détail. Et bon, en tout cas, on se connaît tous, mais si jamais il y a aussi d'autres personnes qui arrivent que l'on connaît pas, je les inviterai à mettre le nom, prénom, leur structure et le département dans le chat, comme ça on garde un lien des personnes qui étaient là. Donc on a préparé ce cycle de webinaire avec mon collègue Cyril, avec qui vous avez eu l'occasion, j'imagine, toutes et tous de travailler. Et donc, pour vous donner aussi un aperçu de ce qui va se passer par la suite, donc la semaine prochaine, le 4 juin, on a un webinaire sur la formation où Cécile Sautereau, qui est coordinatrice du dispositif formation au national, va intervenir sur ces sujets très spécifiques. Donc, si vous avez des questions très techniques sur la formation certifiante, ben, n'hésitez pas à venir pour participer. Et ensuite, le 11 juin, on a aussi un autre webinaire avec Thomas Devis, qui est chargé de mission transition ACPUE Flandre-Maritime et qui va nous parler plutôt des enjeux de la mobilisation citoyenne, de l'engagement collectif, des outils très concrets que eux ils mettent en place sur leur territoire pour susciter cet engagement, mais aussi pour le maintenir. Donc quelques peut-être règles de bonne pratique. On n'est pas beaucoup, mais ça aide toujours. Je vous invite à écouter et respecter la parole des autres. En tout cas, parce qu'en plus en visio c'est toujours un peu compliqué de prendre la parole. De couper vos micros quand vous prenez pas la parole pour éviter un peu les interférences, les bruits annexes. De lever la main ou demander dans le chat si vous souhaitez intervenir. Comme ça, on peut facilement organiser le tour de parole. Si vous souhaitez pas prendre la parole devant tout le monde, c'est possible aussi de noter ces questions dans le chat. Donc moi, je vais être un appui à Lorraine. Je vais lui passer les questions. Si elle pourra répondre au fur et à mesure, elle le fera, et sinon elle répondra à la fin. Et peut-être lorsque vous prenez la parole, rapidement donner votre prénom et votre structure et ville si c'est pertinent. Mais en tout cas, au moins pour Lorraine, quand elle va présenter, elle va pas spécialement voir tout le monde. Et si elle reconnaît pas votre voix, au moins comme ça, elle a le contexte. Pour vous présenter, j'imagine que vous connaissez déjà aussi, mais je fais aussi une petite présentation rapide de notre réseau. Donc, le réseau Compose Citoyen Hauts-de-France s'inscrit dans une dynamique nationale du réseau Compose Citoyen National, qui a été le premier réseau de biodéchets de France et qui a été créé il y a une quinzaine d'années et ensuite qui s'est structuré avec plusieurs associations au niveau régional qui représentent des réseaux régionaux et qui animent aussi cette dynamique au niveau régional. Le réseau Compose Citoyen de Hauts-de-France a été créé en tant qu'association en 2020 et son objectif, c'est de fédérer des citoyens et citoyens, des associations, des entreprises, des collectivités, des syndicats autour de la question des biodéchets, donc comment les réduire, comment les composter, comment ensuite préserver la biodiversité. Donc l'idée, c'est aussi
s'engager sur d'autres sujets un peu annexes que le compostage. Notre vision en tant que structure, donc dans les Hauts-de-France, c'est décarboner le traitement des déchets et revitaliser les sols. Et la mission, c'est promouvoir le développement de la prévention et la valorisation des proximités des biodéchets, en ressemblant encore une fois toutes les parties prenantes que je viens d'évoquer sur la slide dernière, donc les collectivités, les structures professionnelles, les citoyens et citoyens, pour que tout le monde puisse participer à cet effort de la réduction des biodéchets. Pour vous donner quelques chiffres de l'année dernière de ce que on a fait dans les Hauts-de-France, on a réuni 50 adhérents au réseau, donc encore une fois des syndicats, des collectivités, des professionnels, des citoyens et citoyens. Nous avons organisé plus de 200 événements sur le territoire, des webinaires thématiques comme celui-ci auquel vous participez, des visites sur site, des rencontres départementales. Donc l'objectif, encore une fois, c'est animer ce réseau au plus proche aussi de chaque membre et pour avoir un peu maillé le territoire autour des sujets qui nous concernent et qui nous réunissent. On participe aussi à l'organisation de 3 événements un peu importants au niveau national. Donc, Tous au compost, qui est la quinzaine du compost, qui vient de passer du 28 mars au 12 avril. Sur le territoire de Hauts-de-France, on a eu plus de 150 événements qui ont été recensés sur la page Tous au compost. Donc, c'était une des années la plus prolifique sur les Hauts-de-France. Dans la même dynamique, au mois d'octobre, il y a la fête du sol vivant qui va se passer du 3 au 18 octobre. Donc, si vous n'avez pas encore eu les dates ou vous n'avez pas connaissance de dates, vous pouvez les noter. Et si ça vous intéresse de participer aussi à cette dynamique nationale, n'hésitez surtout pas. Et ensuite, en novembre, il y a l'université d'automne du réseau Compost Citoyen au niveau national, qui est aussi un moment de montée en compétences, de formation, d'apprentissage, de rencontres pour les membres du réseau. Pareil, la dynamique nationale permet aussi aux membres du réseau d'avoir accès à un forum pour poser des questions, poser vos problématiques, avoir des réponses à des questions qui nous concernent au quotidien. Il y a une médiathèque avec plein d'outils pédagogiques, la communication, des fiches techniques que j'espère que, en tout cas pour les membres, que vous avez eu l'occasion de l'utiliser, de l'exploiter, parce que c'est une mine d'informations assez précieuse. Vous avez aussi accès à une hotline réglementaire, justement, pour les sujets qui nous réunissent. Il y a des changements ou des nouvelles études, des appels à projets, vous pouvez y avoir accès. Et donc ensuite, accès à une newsletter ou webinaire thématique aussi au niveau national qui sont ciblés sur les sujets qui nous réunissent en tant que réseau. Nous, en tant que réseau régional, on essaie aussi de déployer cette dynamique de réseau, de maillage au niveau régional. Donc, on organise aussi des webinaires thématiques comme celui d'aujourd'hui et qui s'inscrit aussi dans un cycle un peu plus large. On organise aussi les rencontres départementales. Donc, c'est une journée par département où vous pouvez croiser les personnes qui travaillent avec vous plus en proximité géographique et se réunir autour des sujets qui nous intéressent. Et ensuite, on organise aussi une rencontre régionale qui paraît l'occasion de monter en compétences, d'échanger, de travailler sur certaines problématiques qui nous concernent. Et également, tout au long de l'année, vous pouvez avoir accès au café des adhérents. D'ailleurs, le premier de cette année a eu lieu cette semaine, mardi dernier. Vous pouvez aussi avoir accès à des webinaires thématiques comme aujourd'hui, à des rencontres en présentiel et ensuite avoir aussi
accès à la newsletter qui est envoyée sur les actualités du réseau et qu'est-ce qui se passe d'intéressant dans les Hauts-de-France. Pour vous donner peut-être un focus un peu plus spécifique sur les actualités du réseau, l'année dernière, on a travaillé sur un sujet assez intéressant, sur une expérimentation dans les QPV et les zones rurales, sur comment faire que le compostage de proximité soit aussi un lien social. Donc si ça vous intéresse, si vous n'avez pas eu connaissance de cette dynamique, n'hésitez pas à regarder le super livret qui a été produit. Ce projet il continue cette année. Et cette année, on entame aussi une autre expérimentation sur l'installation des composts dans les établissements, les campings, pour le dire plus rapidement, avec un peu la même dynamique de réduction des déchets, mais aussi avoir lien humain, lien en tout cas quelque chose de beaucoup plus proche autour de la question du compost. Je ne vais pas revenir spécialement sur la partie formation parce que, comme je vous ai dit en tout début de cette présentation, il y a une visio dédiée à cela, donc n'hésitez pas à venir la semaine prochaine. Et de mon côté, j'ai fini. Je vous remercie. Si vous avez des questions, oui, je vais remettre le livret dès que tu commences ta présentation, Lorraine. Et si vous avez des questions, bah, n'hésitez pas à m'écrire à moi ou à Cyril sur tous les sujets. Et voilà, on sera là à votre service avec grand plaisir. Lorraine, peut-être je te passe la parole pour que tu Merci. entames véritablement pourquoi on est là. Ça, j'ai partagé mon écran. Alors, ça fonctionne. Ouais. Alors, Est-ce que c'est bon pour vous? oui, c'est Ok. bon. Bon, moi je vois plus rien du tout, donc vous me dites Ouais. si jamais il y a des questions ou autres. Alors, je commence par une petite présentation sur moi-même parce que tout le monde ne me connaît pas ici. Donc, ça fait depuis 2011 que je travaille sur tout ce qui est site de compostage partagé. Ça commence à faire un moment. Je travaillais dans une association qui s'occupe de jardins communautaires et donc on avait des sites de compostage sur chacun de ces jardins. Dans cet asso, j'ai eu la chance d'être formée guide composteur avec le CPE Flandre-Maritime. Ça remonte à 2013. Ça ne me rajeunit absolument pas. Suite à ça, eh bien, je suis partie à Valenciennes. J'ai été chargée de mission compostage pour Valenciennes Métropole. Donc là-bas, j'avais pas mal de missions. J'avais bien sûr les composteurs partagés, mais aussi le suivi de la vente des composteurs individuels, tout ce qui est gestion différenciée dans les cimetières et tout ce qui était aussi compostage pédagogique et lombricompostage. Valenciennes Métropole, eux, m'ont payé la formation maître composteur en 2019 avec Organéo. Comme beaucoup de gens, j'ai mis une année à avoir mon diplôme, puisqu'il a fallu que je rédige le mémoire. Et suite à ça, en 2021, mon contrat a pris fin. Un an après, j'ai retrouvé du travail chez les alchimistes, avec donc le même intitulé de poste, mais cette fois-ci sur le territoire de la métropole européenne de Lille et avec des missions plus centrées vraiment sur le compostage partagé. Mais à l'occasion, j'anime aussi des réunions sur la globalité du compostage et aussi à un moment les webinaires sur le compostage individuel pour les gens qui achetaient des composteurs.
Voilà pour moi. Un petit focus sur les alchimistes Hauts-de-France. Donc, on est une SAS, on s'appelle Nord Compost initialement. Mais comme vous pouvez le voir, les alchimistes, bah, c'est un réseau. Il y a des antennes un peu partout en France. Nous, on a été créé en 2020 et aujourd'hui, il y a 20 salariés. C'est une entreprise qui s'occupe surtout de collecter les déchets de cuisine et de table des professionnels de la restauration. Voilà, sur les deux départements, donc Nord et Pas-de-Calais. Et on est également une ESU, entreprise solidaire d'utilité sociale. Hop. Donc j'en viens au cœur du sujet, la réglementation du coup liée au compostage de proximité. J'ai refait une petite frise chronologique pour rappeler un peu le contexte de toutes ces lois. Ça a commencé bon, bien avant, mais j'ai commencé quand même ma frise en 2010 avec la loi Grenelle 2 qui, elle, a entraîné l'obligation pour les gros producteurs de trier à la source leurs biodéchets. C'était des seuils assez élevés. En 2012, on était à 120 tonnes par an. Il y avait des paliers progressifs, voilà, jusque 10 tonnes en 2016. En 2015, il y a eu la loi de transition énergétique pour la croissance verte qui, elle, a élargi l'objectif à l'ensemble du territoire. Et en 2018, c'est l'Europe qui a modifié sa directive déchets et qui a imposé la généralisation du tri à la source pour tout le monde et au plus tard le 31 décembre 2023. Suite à ça, donc en droit français, on a transcrit dans la loi AGEC, anti-gaspillage pour une économie circulaire, c'était en 2020. Et donc en 2023, il y avait encore le seuil des 5 tonnes par an pour les gros producteurs. Et en 2024, c'était dès le premier kilo pour tout le monde. Donc, les professionnels avec des solutions un peu comme ce que nous, les alchimistes, on fait. Et pour les particuliers, du coup, les collectivités devaient proposer des solutions aux ménages. Parallèlement à ça, on a eu aussi l'augmentation de la taxe générale sur les activités polluantes pour inciter les gens à passer au tri de plus en plus. Il y avait une augmentation prévue entre 2015 et 2025 de 160% pour en fait que chaque tonne de déchets là tout court incinérés coûte de plus en plus cher à la collectivité. Aujourd'hui, il y avait des objectifs qui ont été tirés de la loi de transition écologique. C'était 100% des Français avec une solution de tri à la source pour fin 2023. Les derniers chiffres de l'ADEME, on est à 56%. Donc ça représente 32,1 millions de Français qui ont accès à une solution de tri des biodéchets. 50% grâce à leur collectivité. Il y a une forte augmentation, mais on n'est quand même toujours pas aux objectifs qu'on devait atteindre. 30% compostent en solution de proximité, donc individuelle ou partagée, et 20%, eux, ont accès à la collecte séparée des biodéchets. 65% des déchets valorisés, ça c'était l'objectif aussi. On est à 40% aujourd'hui, mais sur cette portion, il n'y a que 10% des biodéchets qui évitent actuellement l'enfouissement ou l'incinération. Et du coup, l'objectif qui était de moins 50% d'enfouissement en 2025. Les derniers chiffres que j'ai trouvés, c'était qu'on était à moins, quasi 30% en 2023. Donc la route est encore longue. Aujourd'hui, nous, sur notre territoire, donc de la métropole européenne de Lille, pour replacer un peu le contexte, la métropole, c'est 95 communes, 1,2 million d'habitants, dont surtout 3 grosses communes, c'est celles que vous voyez en rouge, un peu plus foncé au milieu. Le territoire, c'est plutôt mixte. Là, on a 50% de maisons individuelles et quasi le même nombre d'habitats collectifs. On possède 2 centres de tri, un au nord et un au centre de l'île, un centre de valorisation énergétique et un centre de valorisation organique basé à Secuza pour tout ce qui est collecte des ménages en porte-à-porte et collecte également dans les points d'apport volontaires situés sur l'île. La dernière caractérisation des ordures ménagères, elle nous a permis de voir qu'on avait encore 92
kilos par habitant et par an de déchets, de biodéchets qui sont déposés dans la poubelle grise, la poubelle d'ordures ménagères. À cela s'ajoutent encore 60 kilos par habitant qui sont déposés en déchetterie. Donc ça, c'est tout ce qui est plutôt déchets verts, déchets de jardin. Dans la poubelle de tri, on retrouve même là, on retrouve encore du compostable. Vraiment, l'objectif, c'était de diminuer en fait cette portion qui est à 37% du contenu de la poubelle. Pour ça, l'AMEL a instauré, elle a adopté en 2021 un schéma directeur des déchets ménagers et assimilés avec 4 grands axes: jeter moins, trier mieux et plus, améliorer le service aux habitants et moderniser le traitement des déchets. Avec donc des objectifs de diminution de moins 15% des OM, moins 50% des biodéchets dans le bac d'OM et moins 37% de gaz à effet de serre. Là, vraiment, le but, c'est de montrer que le déchet est une ressource qui doit être valorisée. Hop, ça passe plus. Ok, on est bon. On a un programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés qui en a découlé. Il a été adopté en 2023 avec donc un objectif de réduction de 15% des ordures ménagères, ce qui représente moins 50 kg par habitant à l'horizon 2030. Donc, dans ce programme local, je vous le résume parce qu'il fait quand même plusieurs centaines de pages. Il y a 6 grands axes. L'axe qui nous intéresse, c'est le deuxième, sur la gestion de proximité des biodéchets. Et donc, il y a 4 fiches actions qui en ont découlé. Ces fiches actions, elles reposent sur le développement du compostage de proximité, l'animation du réseau des référents de sites et des guides composteurs, le développement d'un service de broyage des végétaux et l'aménagement d'espaces de démonstration zéro déchet. Ça, c'est pour tout ce qui est gestion de proximité. Et donc, comme je le disais tout à l'heure, on a également sur le territoire une collecte séparée des biodéchets. Sur les 95 communes, il y en a 89 qui bénéficient de la poubelle marron, donc avec une collecte en porte-à-porte pour leurs déchets de cuisine essentiellement. La restauration scolaire, c'est un camion qui vient aspirer ces déchets de cuisine. Et voilà, on a également un programme de déchetterie mobile et de bennes. Et donc là, ces biodéchets-là, lorsqu'ils sont collectés, donc je vous l'ai dit, ils vont au centre de valorisation organique où ils sont transformés soit en compost. Ce compost, lui, il est redistribué gratuitement dans les déchetteries pour tous les habitants de la métropole. La carte de déchetterie est gratuite et il est également revendu aux agriculteurs du territoire. Il y a une autre partie qui vient du biogaz, qui sert à alimenter le réseau de gaz urbain et surtout le réseau de transport de Ilevia, donc qui sont les bus sur la métropole lilloise. L'objectif, en ce qui concerne donc le compostage individuel, c'est d'équiper 50 000 foyers d'ici 2029. Là, on a des réservations possibles en ligne. Ça coûte 18 €. C'est le ticket que vous voyez à l'avant de la photo. On a 2 grosses campagnes de distribution, une au printemps, une à l'automne, avec plusieurs points de retrait répartis sur le territoire, beaucoup de distribution et donc une formation obligatoire normalement pour tous les usagers qui achètent un composteur individuel. Depuis 2019, on a 17 000 foyers qui sont équipés. Au départ, c'était des distributions gratuites de composteurs et depuis peu, c'est des composteurs donc vendus à tarif réduit. Lorraine, Important, oui, j'ai une petite question de la part de Benjamin. Si oui, tu veux, dis-moi. Benjamin, tu peux la dire, sinon je la lis.
Bonjour Lorraine. Oui, tu disais donc que sur la slide d'avant que vos biodéchets partaient en... Désolé, il y a un téléphone qui sonne en même temps là. Ça partait en site de compostage, mais aussi en méthanisation. Tu as à peu près les proportions? C'est du 50-50? C'est quoi? Pour avoir Alors une non, idée. ce n'est pas les proportions. Cécile est présente. Je ne sais pas si elle peut nous dire quelles sont les proportions. Donc la question, c'est la proportion de biodéchets qui est utilisée pour le compost au Oui. CVO et la proportion pour le biogaz. Oui, c'est ça, grosso modo, oui. Franchement, je peux avoir le chiffre, mais là, je ne l'ai pas en tête. D'accord. Je suis désolée. Non, Mais dans tous les cas, en fait, avec tous les biodéchets, on crée le compost et c'est le méthane qui est issu de la création du compost, en fait. D'accord, ça part pas en méthanisation en fait. C'est pas Ouais. dans un méthaniseur en tout cas. Non. D'accord, c'est les biogaz qui vont Ils ressortir sont réinjectés dans le circuit, en fait, dans les tuyaux de gaz, en fait. Ils ont un certain. Je m'occupe pas de ce dossier particulièrement, mais ils ont le gaz doit être certifié avec certains taux, en fait, en méthane, voilà. C'est géré par GRDF, du coup. Et puis c'est réinjecté, en fait, dans les tuyaux de gaz en mélange avec le gaz de ville, et ensuite dans les réseaux de transport, donc les autocars de la MEL. D'accord, OK. Parce que le compostage, s'il est bien fait, normalement, il ne devrait pas méthaniser. Donc, du coup, est-ce qu'ils font en sorte justement que ça méthanise un minimum pour obtenir du biogaz, du coup? Ou enfin, quelle est la volonté en fait? Le but, c'est d'avoir un peu vraiment les deux ou Oui, c'est d'avoir les deux. En plus, là, c'est géré par le prestataire, c'est Sequoia. Et en fait, le compost qui est géré, qui est produit, il appartient 10% du compost produit appartient à la MEL et le reste est revendu par Sequoia, en fait, comme le biogaz dans tous les cas. Et c'est comme ça qu'il se rémunère sur le marché. Donc voilà. Après, je vous invite à regarder notre RAPQ, il est en ligne et vous avez toutes les informations plus précises. C'est un gros dossier, là, le CVO, et moi, je m'occupe particulièrement de la GPROX. Alors, je suis désolée, je n'ai pas les chiffres en tête. Mais si vous voulez, n'hésitez pas à m'envoyer un mail si vous avez des questions particulières, notamment sur le dossier CVO. Et je pourrais répondre avec plus de temps. OK. Mais en tout cas, c'est pas une partie qui part au compostage et une autre partie qui part dans un méthaniseur. D'accord, OK. Non. Ça marche. Bah, ça répond déjà pas mal à ma question. Merci beaucoup. Désolée pour la confusion. Hop, je repasse du coup sur les chiffres du compostage individuel. En 2024, c'est vraiment là qu'il y a eu les plus grosses opérations et on a été dévalisé en termes de vente de composteurs individuels. Voilà, 7000 sont partis. Et juste, excuse-moi, juste pour le chiffre d'avant, c'est de ma faute, je ne t'ai pas donné le bon chiffre. Là, cette année, ce mois-ci, les derniers chiffres, c'est 18 574 foyers équipés. En composteur individuel. Ouais. Ah, ok, bon. Ouais. Il en manque 1000. Il en manquait 1500 à peu près. Ouais. Non, mais c'est qu'on en distribue tous les mois, donc du coup, évidemment, le chiffre, il varie vite. Ouais. Voilà. 2025, la MEL avait tablé sur 4600 composteurs en estimant une petite baisse. Du coup, j'imagine que mon chiffre là n'est plus bon non plus. La fois dernière, il n'y avait que 2700 kits qui étaient vendus. Quoique, en fait, c'est juste les chiffres de 2026 qui me manquent. Ouais, c'est ça. Voilà, donc l'objectif, c'est d'équiper 48 000 foyers jusque fin 2029. Et donc, tout se passe sur le site internet de la MEL. On a une composteur. Les gens réservent en ligne, ils choisissent la date, le point de retrait. Ils s'inscrivent à ce moment-là sur l'une des dates des visioconférences et ils payent en ligne. Et voilà, ils viennent retirer. C'est ce que je disais, il y a énormément de points de retrait un peu partout sur le territoire. Et donc, le kit, il est composé de ce bac en plastique qui fait 400 litres. On offre également la tige aératrice, la grille anti-rongeur qu'on ne voit pas, mais elle est située juste en dessous, et le bioseau en plastique également. Sur le compostage collectif, l'objectif, lui, il est
à l'horizon 2029 d'installer 350 sites de compostage. L'appel à candidature, il se fait en ligne. L'AMEL va fournir le matériel, la signalétique, elle finance les formations des référents, elle fournit également un kit de communication. Moi, j'interviens sur l'accompagnement, surtout la première année avec le diagnostic du site, l'installation, réunion publique, une animation pour inaugurer, livraison de broyat à la demande, voilà, des visites tous les mois pendant 8 mois, un accès au logiciel et un bilan à la fin de l'année. Mais je vous développe tout ça plus en détail juste après. Là, c'est l'appel en candidature donc, qui est sur le site de l'AMEL. Ce qui est important de savoir, c'est qu'on demande 4 prérequis. D'abord, l'espace suffisant. Donc là, on estime à peu près 10 mètres carrés à chaque fois, on demande pour pouvoir installer un site de compostage. L'autorisation du propriétaire foncier, très important. D'avoir au moins 2 référents qui soient OK pour venir se former. Et de mobiliser au minimum 10 foyers. Qui peut candidater? Eh ben, c'est un peu ouvert à tout le monde. On a voilà les communes, les centres sociaux, les écoles. En fait, la seule condition qu'on demande vraiment, c'est que le site soit accessible aux usagers de la métropole. C'est-à-dire voilà, pour les écoles, il faut qu'elles ouvrent aux parents d'élèves et que ce soit pas juste un site exclusif pour composter en fait les déchets de la cantine. Le matériel fourni, c'est celui-ci. On avait auparavant des cellules fournies par Sulo. Là, on vient de passer avec un nouveau prestataire qui est Tincer. On est resté sur 2 volumes seulement de cellules. Auparavant, on avait du 600, du 800, du 1000 litres. Bon, c'était un peu difficile de choisir finalement entre du 800 et du 1000. La différence n'est pas énorme. Donc là, vraiment, on est parti sur du 600 litres pour les petits sites et 1000 litres pour les plus gros sites. Comme vous voyez là sur la photo, on est carrément sur un site qui comporte 6 bacs, dont 2 pour les réserves de matière sèche. Le fonctionnement, il est en accès libre, le plus souvent 24 heures sur 24, avec du coup fermeture par des cadenas à code. Ça nous permet voilà, de n'avoir l'accès que aux gens qui s'inscrivent. Dans le matériel qui est fourni également, on a le brasse-compost, les bioseaux, le thermomètre et le tamis. Ça, ce sont les supports de communication qui sont fournis par l'AMEL. Donc, si on veut juste faire une campagne un peu d'abord de mobilisation des usagers, voilà, il y a des flyers pour essayer de tracter un peu en toute boîte et faire de la communication auprès des voisins ou des commerces de proximité. Et après, on a également une communication pour l'inauguration du site et un petit mémo qui a été rédigé il n'y a pas longtemps qui réexplique pour tous les usagers comment fonctionne le site de compostage. Aujourd'hui, on a des sites de compostage partagés dans 47 communes. Voilà, ça concerne 12 500 habitants. Et les derniers chiffres, donc je les ai mis à jour hier, on en est à 478 référents de sites formés depuis le lancement. Et ça, c'était il y a 4 ans. Il y a eu 48 formations référents de sites organisées. On a de la livraison de broyat et une cartographie de sites en ligne. Donc, je vous ai montré par année. En bleu, ce sont les nouveaux sites qui sont installés. Et en orange, donc le cumulé. Aujourd'hui, voilà, on est à 225 sites qui ont été installés depuis 2019. Donc nous, le marché, il a redémarré en 2022. Donc on était au départ sur une phase croissante. Et puis, 2025, l'année la plus compliquée en termes d'installation de nouveaux sites. Là, cette année, on ne voit pas sur le graphique, mais je vous ai mis les chiffres. J'en suis déjà à 21 nouveaux sites installés. Donc, on espère qu'on pourra
à nouveau atteindre les objectifs 2024 au moins. Sur le territoire, voilà, ça représente ça à l'échelle du territoire. On voit vraiment les sites, les villes en fait qui ont le plus de sites de compostage partagés, ce sont sans surprise les communes les plus denses. Beaucoup de sites sur l'île, Lambersart, la Madeleine, voilà. L'île, la Madeleine, ce sont des communes qui ne possèdent pas la collecte en porte-à-porte des biodéchets. Donc on a vraiment beaucoup de gens qui sont intéressés par cette solution de tri à la source. Villeneuve-d'Ascq, ça reste une commune assez verte aussi, donc beaucoup de sites de compostage. Roubaix, à nouveau, pas d'autres solutions pour composter à part les composteurs individuels. Mais bon, comme on est sur des communes assez denses, on a beaucoup d'habitat vertical. Donc c'est pour ça que c'est une solution qui plaît beaucoup sur ce type de commune. Lorraine, je me permets Oui, de te... vas-y, Il y a dis-moi. une autre... Ouais, non, il y a une autre question de Benjamin, donc je te laisse la parole. Je vais pas arrêter de poser des questions, j'ai l'impression. Très bien. Juste, tu dis que l'année 2025 a été compliquée. Pour Ouais. quelles raisons? Pour les alchimistes? Pour la mise en place? Enfin, est-ce que vous en avez mis beaucoup en place avant peut-être et que du coup ça commence à devenir un peu compliqué? Enfin, c'est quoi la raison pour toi du coup? Est-ce que tu sais un peu? Là, actuellement, on n'a pas on sait pas concrètement ce que c'est. On a plusieurs hypothèses. Est-ce que effectivement on a un peu épuisé le vivier Oui. de toutes les personnes qui étaient vraiment intéressées par la démarche et est-ce qu'en ce moment il faut pas surtout aller chercher ceux que pourquoi pas ils seraient tentés Oui. par l'expérience mais qui de base n'étaient pas les plus Qui étaient chauds au convaincus. départ. Ouais. Voilà. Après, il y a encore des gens qui me disent qu'ils sont pas au courant, donc j'en parle plus tard dans la présentation, mais c'est vrai qu'au départ, l'appel à candidature n'avait lieu que 3 mois dans l'année. Le problème, c'est que quand j'avais des gens qui se réveillaient après les 3 mois où ils pouvaient candidater, en fait, ils trouvaient plus d'informations parce que le lien était retiré du site internet de la MEL. Et il fallait leur dire qu'en gros, il leur fallait encore attendre 9 mois pour à Oui. nouveau C'est espérer pour refroidir. candidater. Voilà, donc on perdait beaucoup de gens. Donc là, on a mis l'appel à candidature permanent. Bon, ça a bien fonctionné au départ. Et puis finalement, ce qu'on pense, c'est que comme il y a moins de pubs, on met moins l'accent sur cette campagne puisqu'elle est là toute l'année. Peut-être aussi ça nous cause du tort. Donc Et après, voilà, on a aussi Je peux me permettre, Lorraine? Ouais, vas-y. Du coup, si je peux compléter ses propos, en fait, je rejoins Lorraine sur ce qu'elle dit par rapport à l'appel à candidature. Les 3 mois de l'année, ça permettait aux gens de se stresser un peu. Et du coup, nous, on communiquait beaucoup à la MEL sur cet appel à candidature. Donc, les structures qui voulaient porter le projet, ils se mettaient un petit coup de pression et ils s'inscrivaient. Ensuite, on a fait l'appel à candidature permanent, donc toute l'année, pour éviter à ce que, comme le dit Lorraine, qu'on mette des gens de côté. Si demain, ils ont envie de mettre un site de compostage au mois de mars, pas qu'ils aient besoin d'attendre jusqu'au mois de septembre pour éviter de les perdre. Le problème, c'est que quand c'est un appel à candidature permanent, on communique moins, en fait, du coup. On communique moins. Pourquoi? Parce qu'on a... Peut-être la MEL, on s'y est mis un peu tard à la gestion de proximité des biodéchets. On a vraiment commencé en 2019, contrairement à d'autres agglomérations, d'autres collectivités. Du coup, on a bien bossé sur le compostage collectif au début. Ensuite, il y a eu le Covid. Et après, on a bien relancé tout ça. Mais on a surtout beaucoup communiqué en 2024 et en 2025 sur la vente des composteurs individuels. On a vraiment mis le paquet là-dessus et sur le broyage des végétaux. Donc, on a axé notre communication sur 2 autres thématiques de la GPROX, vu que le compostage collectif, ça roulait bien. On était sur une bonne dynamique, 61 sites, 40 sites. Et du coup, on a baissé un peu notre garde, on va dire, sur le compostage collectif. Donc, moins de communication, moins de personnes, l'info se diffuse moins. Aussi, il y a des gens qui, du coup, ont des petits jardins qui peuvent avoir un composteur collectif parce qu'ils n'ont pas envie de jardiner dans leur tout petit jardin, ils n'ont pas envie de composter, mais que du coup, comme on n'a pas trop communiqué sur le compostage collectif, ils ont quand même pris un composteur individuel. Donc, en fait, on aurait dû faire différemment.
Avant, avant les gens venaient à nous, on avait trop de dossiers de candidature, on ne pouvait pas tout traiter par rapport au budget. Et là, cette année, en fait, on voit les choses différemment. Du coup, avec Lorraine, on prend un peu notre bâton de pèlerin et on va chercher les structures, contrairement à ce qu'on a fait les 6 premières années. C'est-à-dire que là, par exemple, en février, j'ai rendez-vous avec l'ensemble des bailleurs sociaux du territoire de la métropole européenne de Lille pour leur représenter le projet. On propose aux communes qui ont déjà des composteurs collectifs, par exemple ceux qui ont des biobox. Cécile, je te coupe, mais tu es en train de spoiler la fin de mon Ah, diapo. pardon. Bon, alors j'arrête là. Et aussi, juste, on a peut-être eu la retombée de la loi AGEC, que ce soit pour le compostage collectif ou le compostage individuel. C'est-à-dire que quand la loi il y a eu une fake news, on va dire, quand la loi AGEC est sortie, même sur tous les médias, même à la télévision, le journal de 20h, c'était dépêchez-vous, vous êtes obligé d'avoir un composteur. Sauf que bon, du coup, tout le monde s'est un peu excité sur le territoire. On a eu trop de demandes de tout. Et puis après, le soufflet est retombé, quoi. Et voilà, donc il y a toutes ces hypothèses-là, et je termine là-dessus. Avec le RCC, on a l'opportunité d'avoir des réunions grandes agglos de France, grosses métropoles en fait, parce qu'on a des problématiques identiques à Lyon, à Paris, à Lille, à Marseille, voilà. Et donc c'est une tendance qui s'est quand même confirmée sur l'ensemble des grandes métropoles de France. Voilà, donc ça n'explique pas pourquoi, mais ça rassure en disant qu'on n'est pas tout seul, quoi. Oui, complètement. D'accord. Ok. Bah, merci. Lorraine, Merci. avant de te repasser la parole, il y a Mathilde qui nous a rejoint. Donc, Mathilde, vous prenez un cours de route. Si vous voulez poser des questions, bah, n'hésitez pas à lever la main ou poser dans les chats par rapport à ce qui se dit. Et sinon, le début a été enregistré, donc vous allez pouvoir regarder le début de la présentation. Donc, Oui, bah, bonjour à tous. Et oui, je vais regarder. Là, j'ai commencé à lire déjà ce qu'il y avait en question sur le chat. Donc, voilà. Je pense qu'il y aura un replay. Donc, je suivrai peut-être le replay. ouais. Voilà. Merci, bah, Lorraine. Je te repasse la parole. Merci. Du coup, concernant ces sites de compostage partagés, on a sur ce petit graphique la répartition en fonction d'où émane la demande. Donc, j'ai beaucoup de composteurs voilà, de quartier. Souvent, c'est les communes qui m'autorisent à les installer. Des groupements voilà, d'habitants qui contactent plus souvent le chargé de mission transition écologique de la commune et lui se charge de déposer la demande pour les habitants. Après, on a quand même un tiers des demandes qui émanent de l'habitat collectif, donc soit des bailleurs, soit des syndics de copro. Et ensuite, on a des petites portions qui sont les biobox. Ça, c'est un système spécifique à Roubaix où en fait les gens viennent déposer dans ce qui ressemble en fait à un point d'apport volontaire leurs biodéchets. Et ces déchets sont ensuite récupérés par les référents de site, eux compostent en compostage classique partagé dans plusieurs bacs à l'arrière de la biobox. On a également une petite fraction de compostage autonome en établissement. Bon, moi, depuis que j'ai repris les sites, je me rends compte que c'est pas vraiment les sites qui fonctionnent le plus. La plupart du temps, ils se contentent vraiment de composter que ce qui reste de préparation. Il n'y a pas en fait les fins de repas. Et donc bon, c'est plutôt des sites qui fonctionnent pas super bien, en tout cas sur notre territoire. J'ai évidemment des demandes des jardins partagés et on a une spécificité, c'est qu'on a des sites de compostage partagés en cimetière, mais ça, je reviendrai dessus un peu plus tard. Le projet, il se fait avec différents acteurs. Bah, il n'y a pas que nous, en fait, dans la boucle. Donc, pour tout ce qui est fabrication de composteurs, c'est Vitinsert qui s'en occupe. Ils sont basés à l'Équin, donc vraiment pratique sur le territoire. Ça permet une plus grande réactivité, voilà, en ce qui concerne tout ce qui est service après-vente. Ils nous fournissent aussi le petit matériel, les brasses compost, les tamis, les thermomètres.
Et donc, nous, on a tout ce qui est volet installation et suivi des sites de compostage partagés, avec en sous-traitance la Fabrique de l'Emploi, pour tout ce qui est installation des sites, pour le petit entretien, les démontages, quand malheureusement j'ai des sites qui sont retirés, et tout ce qui est également livraison du broyat sur les sites de compostage. Ça aussi, je vais le développer plus après. Donc moi, concrètement, dans quelles étapes j'interviens? La phase de diagnostic, donc ça, c'est une fois que le dossier a été déposé en ligne sur le site internet de la MEL, donc via l'appel à candidature permanent. Le dossier est validé donc par Cécile, qui ensuite m'envoie un récapitulatif et le porteur de projet reçoit un mail qui lui prend contact avec moi. Donc on organise une rencontre, je vais sur le terrain m'assurer que le dossier remplit bien toutes les conditions, parce que parfois il coche les cases sur le papier et en fait sur le terrain on se rend compte qu'il manque certaines choses. Donc après je leur fais une liste des conditions à remplir pour que le dossier ensuite puisse être validé. Je définis le matériel qui va être installé. Ensuite, je passe le relais à Vitinsert, en fait, qui va se charger de livrer et d'installer les bacs avec le référent de site la plupart du temps sur le terrain. S'ensuit du coup dans la semaine l'inauguration du site. Les participants sont informés bien sûr en amont. Là, on va leur expliquer les règles de fonctionnement, les inscrire. Comme je vous l'ai dit, nos bacs ils sont accessibles uniquement aux personnes qui connaissent le code. Ce code, il leur est remis le jour où ils s'inscrivent sur la liste. Ça nous permet, nous, de s'assurer qu'on ne dépasse pas 50 foyers, parce qu'au-delà de ces 50 foyers, ça devient ingérable pour les référents. Nos bacs, même s'ils ont une capacité là, mes sites qui tournent le mieux, le bac est rempli alors tous les mois et demi. Déjà 1 mois et demi, c'est pas beaucoup. Là, j'ai même une exception avec un site qui se remplit toutes les 3-4 semaines. Donc là, ça devient assez ingérable pour eux. Il va falloir qu'on trouve une solution. Donc c'est pour ça qu'on bloque à 50 inscrits. Juste, il y a un micro qui est ouvert et ça fait énormément de bruit. Je sais pas si c'est possible de Est-ce que couper c'est les pas le micros. mien? Peut-être. Je ne sais pas. Vu que je ne vois rien du tout en fait, à part mon écran. Merci Mihaïla. Donc ensuite, on leur remet un petit biosso, le guide donc qui a été édité il y a peu. Et après démarre la phase de suivi. Donc je reviens au bout d'un mois m'assurer que le site de compostage fonctionne bien. Si pas, je fais des recommandations pour rectifier. Voilà, est-ce que le site est trop sec ou pas? Est-ce qu'on a une bonne montée en température? Comment sont les apports, etc. Si tout se passe bien, là, le mois suivant, je fais ma visite à distance, en fait, par visio. C'était un système qui a été instauré pendant le Covid et j'avoue qu'on l'a maintenu. Bon, en même temps, quand le site tourne bien, ma présence sur place, elle n'est pas forcément nécessaire. Ce qui m'importe surtout, c'est de voir tous les 2 mois, là, j'y vais pour voir si tout tourne bien. Et donc, pendant ce suivi, on fait le contrôle voilà, des apports, de la température et on vérifie qu'il y a toujours un approvisionnement en broyat. La réglementation vraiment propre à ces sites de compostage partagés, il y a 2 textes très importants dont on parle tout le temps. J'ai essayé de vous les résumer. Il y a une circulaire qui est parue en 2012. Voilà, elle concerne donc les installations dont le volume instantané est inférieur à 5 mètres cubes. Eux, ils ont estimé voilà, que c'est à peu près 50 familles. Bon, c'est également ce que nous, on fait sur le territoire. Ça permet à ces installations de ne pas être concernées par le règlement sanitaire départemental. En effet, celui-ci, il n'est pas du tout adapté à tout ce qui est compostage de proximité puisqu'il préconise un éloignement de 200 mètres des habitations, ce qui est vraiment pas possible pour des sites de compostage partagés. Ce qu'il faut respecter, c'est des quantités de traités inférieures à 2 tonnes par jour.
ce qui évite aussi un classement en ICPE et donc inférieur à 50 tonnes par an. Bon, là, moi, mes sites de compostage partagés, au maximum, je dois atteindre 2 tonnes par an. Vraiment, on est bon sur ce volet-là. L'ADEME a donc publié 2 guides pour aider les gens à installer et ça a conduit donc dans cette circulaire à une liste de conditions nécessaires à remplir par les sites de compostage partagés que je vous ai listés juste ici. Pour résumer, il faut que la structure responsable de l'installation soit clairement identifiée, qu'on ait une déclaration préalable de l'installation au service urbain de la collectivité, que le site soit supervisé par une personne compétente ou par un maître composteur, qu'on ait un ou plusieurs référents de site formés. Ici, sur la mail, on a fait le choix d'en avoir 2 minimum, pour éviter quand il y en a un qui est absent, que le site reste sans référent. Donc que le site soit implanté à une distance suffisante des habitations. Bon, là, clairement, il ne précise pas vraiment en termes de métrage ce que ça veut dire. Mais bon, c'est pour éviter tout ce qui est nuisance olfactive et visuelle. Donc, c'est à l'appréciation de chacun. Évidemment, il faut tenir un registre de suivi des composteurs avec la réalisation d'un bilan annuel. La signalétique est obligatoire. Il faut que le site soit tenu dans un bon état de propreté et d'entretien. Qu'il y ait également sur place une réserve de matière carbonée avec un approvisionnement qui est régulier et pérenne. Et ensuite, ça concerne l'usage du compost qui est limité au seul producteur. Le deuxième texte réglementaire, c'est l'arrêté du 9 avril 2018. Donc, lui, il fixe des dispositions pour plusieurs sites, mais notamment sur le compostage de proximité. Et pour résumer, ce qui veut dire, c'est que tout ce qui est déchets de cuisine, de ménage, mais également des professionnels, voilà, c'est ce qu'on appelle des sous-produits animaux de catégorie 3. Ça peut rentrer sur le compostage de proximité. Le compostage de proximité, l'arrêté le définit comme ce qui regroupe à la fois tout ce qui est compostage partagé, mais aussi compostage autonome en établissement. Et donc, on obtient un compost qui peut être utilisé à des fins de culture par le producteur ou l'exploitant, mais surtout en valorisation locale, par contre, avec des exceptions qui sont pas pour en fait tout ce qui est production pour la chaîne alimentaire animale. Donc voilà. Important, donc le compost produit, il a également ce statut de sous-produit animaux catégorie 3. Et donc, si on veut le céder gratuitement ou payante à des personnes autres donc, que les producteurs et les usagers du site, il faut le faire normer. Voilà. Il rappelle bien que les autres sous-produits animaux sont interdits, mais qu'on peut y faire intervenir évidemment pas que des déchets de cuisine et de table, mais également le broyat, lui, il est là en qualité de structurants végétaux. Donc, j'ai été regarder précisément ce qu'on entendait par sous-produits animaux, parce que bien que moi j'en entende parler un peu quotidiennement, je me suis rendu compte que je ne savais pas exactement. À chaque fois, on me disait catégorie 3, mais j'étais bien incapable de dire ce que c'était les catégories 1 et 2. Donc voilà, je vous ai fait un petit récapitulatif de ce que j'en ai compris. Je pense que c'est toujours bien de le savoir. Donc, il y a 3 catégories. C'est surtout basé sur le risque pour la santé humaine, animale et l'environnement. La catégorie 1, donc, c'est la plus dangereuse. C'est tout ce qui est cadavres d'animaux de compagnie, les cirques, les zoos, les animaux sauvages. Et ça concerne les déchets de cuisine et de table qui proviennent des transports internationaux. Ça, moi, j'avoue que je ne le savais pas. Mais tout ce qui est en fait déchets de cuisine issus des plateaux repas qui sont servis sur les vols internationaux, mais aussi transport en train ou en bateau, on ne peut pas en fait aller les composter. Même s'il y avait un site de compostage partagé à l'aéroport, ce ne serait pas possible d'aller les mettre à l'intérieur. En catégorie 2, on a tout ce qui est lisier et cadavres d'animaux d'élevage.
il y a un risque moins important et donc une valorisation qui peut se faire en biogaz et compostage, mais pas compostage de proximité, compostage industriel. Et la dernière catégorie, donc celle qui nous concerne, les déchets de cuisine et de table des particuliers, mais aussi professionnels. Là, on a un risque plus faible pour notre santé et donc il y a une valorisation possible en compostage partagé, en méthanisation et même en alimentation animale. Je reviens sur les règles à respecter. Donc là, on voit un site de compostage classique que j'ai installé dans un IME et donc on a bien la présence de la signalétique. La distance là aux habitations, elle est plutôt lointaine et surtout un site qui doit rester propre. Là, on a un focus sur l'affichage que nous on met sur tous nos sites de compostage. La structure responsable du site, bah, elle est juste ici. Elle est identifiée donc avec le logo de la MEL qui apparaît sur chacun des panneaux. Et on a également un encart vide où là, certaines communes y apposent en fait voilà, un sticker avec leur logo. Quand c'est géré par la chargée de mission sur place, elle peut y inscrire son adresse mail. On a des sites de compostage qui décident de créer leur propre adresse mail dédiée. Et voilà, donc moi je les invite à remplir surtout cet encart parce que même si la mail est responsable du site, il faut que en fait les gens sachent vers qui se tourner lorsqu'ils viennent sur le site de compostage, s'ils souhaitent s'y inscrire et qu'ils ont loupé en fait le jour de l'inauguration. Ça, c'est notre haute signalétique. Donc, on en a une propre à chaque bac. On a tout ce qui concerne la matière sèche, le bac de dépôt. Donc là, c'est l'ancienne signalétique. J'avais pas le visuel à jour. Auparavant, on autorisait les déchets cuits, tout ce qui est batterie. On l'a retiré pour pas trop faire de la promotion en fait du gaspillage alimentaire. Donc maintenant, on se contente vraiment d'accepter tout ce qui est épluchure de fruits et légumes sans exception, le café, le thé, quelques fleurs fanées, les coquilles d'œufs broyées. C'est la seule matière animale qui est acceptée sur nos sites de compostage. Sur la MEL, on n'accepte pas tout ce qui est viande, poisson et ni également tout ce qui est pain. Là, dès qu'on commence à dire OK pour un petit morceau de pain, on se retrouve avec des baguettes entières. Il y a vraiment un gros problème de gaspillage alimentaire. Même juste sur les légumes et les fruits qui sont déposés, c'est pas rare d'y voir des choux entiers ou enfin, des choses comme ça. Donc il y a aussi un gros travail à faire là-dessus. On a également un panneau, voilà, pour ne plus rien déposer quand le compost est en maturation. Celui-ci, il est fermé avec un code que seuls les référents possèdent, et moi-même bien entendu. Et ensuite, on a un bac de compost prêt à l'emploi. Là, on remet le même code que sur le bac matière sèche et bac d'apport. Dès qu'il y a du compost qui est disponible, les gens peuvent se servir en libre service. Après, j'ai des sites où ils décident finalement de le fermer, de faire eux-mêmes les campagnes de distribution lors des transferts aux participants. Voilà, après c'est propre à chaque site, mais en tout cas, il est distribué que donc aux gens qui ont le code, donc les utilisateurs du site. Après, on a certains sites où j'ai beaucoup de gens qui habitent en immeuble et donc qui n'ont pas l'usage de ce compost. Dans ce cas-là, c'est souvent les services techniques de la ville qui prennent le relais et qui utilisent le compost disponible. J'ai fait des focus sur les différentes règles à respecter. Donc la distance aux habitations, comme je disais, bah, c'est juste écrit dans la réglementation, distance suffisante des portes et des fenêtres. Nous, on demande vraiment l'autorisation avec un mail du propriétaire foncier bah, pour être couvert en cas de problématique. Là, vous voyez, lors du diagnostic, il y avait, on peut voir sur la photo de droite, un seul espace où je pouvais implanter mon site de compostage et il est littéralement collé à l'immeuble.
Donc en fait, j'avais vraiment pas le choix. Après, ça avait été voté en conseil syndical. Tous les copropriétaires étaient d'accord, donc le site a été mis là. Ce qui s'est passé, c'est que bien sûr, j'ai eu une plainte du voisin qui se trouvait juste au-dessus du dernier bac. On peut voir là son balcon à proximité directe. Donc pour ce site-là, comme j'avais vraiment pas d'autres emplacements, ce qui s'est passé, c'est que j'ai supprimé le dernier bac. Au final, ça réduit l'utilisation du site à 40 usagers. Bon, il se trouve que de toute façon, on les a pas atteints, mais la voisine avait vraiment peur. Elle, c'était surtout des intrusions, que quelqu'un monte sur le bac et en profite pour rentrer par son balcon dans son appartement. Donc voilà, des fois, il faut s'adapter. Là, actuellement, on a un autre cas où j'ai reçu, pour toujours une copropriété, une mise en demeure d'un des propriétaires. Donc c'est pour ça que c'est vraiment hyper important de faire valider l'installation en AG. En fait, quand elle a été validée, ils ont un délai pour se manifester si jamais ils n'étaient pas présents et qui sont contre l'installation des sites. Il l'a pas fait, donc aujourd'hui, finalement, sa parole, elle n'est pas valable. Peu importe les courriers qu'ils nous envoient. On a accepté de déplacer le site un peu plus loin de ses fenêtres, mais évidemment qu'on ne retirera pas le site puisque la décision a été validée et qu'aujourd'hui il est utilisé par plusieurs propriétaires. Autre point très important et qui était assez problématique au départ, c'était l'approvisionnement en broyat. Au départ, c'était une condition requise pour l'appel à candidature. Les gens devaient trouver un fournisseur. Donc souvent, ils s'arrangeaient soit avec les services techniques de la commune quand c'était un site mis sur du foncier municipal, soit ils demandaient à l'entreprise qui venait faire l'entretien des espaces verts chez eux, donc pour tout ce qui était résidence, si c'était possible de récupérer du broyat. Mais voilà, bien souvent, les élagueurs ne viennent qu'à la période automnale ou hivernale, et donc après, on avait un petit souci d'approvisionnement pour le reste de l'année. Donc, ce qui s'est passé, c'est que la MEL a mis en place la fourniture de broyat à l'année grâce à une grosse campagne qui a lieu à l'automne avec donc cette fois-ci des déchetteries mobiles. Donc, c'est dans toutes les communes qui sont volontaires. Les gens peuvent rapporter leurs branches et repartir avec du broyat. On a également la fourniture de broyat maintenant aux usagers à chaque fois qu'ils viennent rechercher leur kit de compostage. On le voyait sur la photo précédente de la distribution à Roubaix. Il y a un gros tas de broyat vraiment qui est disponible et on incite les gens à se servir. Pour tout ce qui est référent de site de compostage, bien souvent, ils n'ont pas de branche, mais c'est pas grave, c'est pas un souci. Ils peuvent venir récupérer du broyat sur n'importe quelle date en fait de cette campagne de distribution de broyat. On a également du broyat qui lui est disponible en permanence dans 4 déchetteries fixes du territoire. Et en fait, dans ces déchetteries, tout ce broyat va nous permettre d'alimenter en continu les sites de compostage collectif. Donc là, actuellement, il y a des broyeurs qui tournent tous les jours et donc le broyat qui est produit, il est livré régulièrement sur notre site à Sante. Et ensuite, moi, via mon prestataire, je fais de la livraison sur les sites de compostage qui en ont besoin. Hop. L'autre règle à respecter, donc la formation des référents. Pendant 4 ans, on a formé des référents de sites avec le CPIE Flandre-Maritime. Aujourd'hui, nous, on a obtenu notre agrément pour pouvoir le faire également. Donc, depuis peu, c'est moi qui ai pris la relève. Mais voilà, on a à chaque fois au minimum 2 référents de sites qui sont formés pour chacun de nos sites de compostage partagés.
Le suivi des sites, donc autre règle très importante. Là, nous, ils se font sur la plateforme OptiCompost. Au départ, on avait un suivi de site qui se faisait sur la plateforme Sésame, plateforme de Lamel, mais j'avais beaucoup de mal à faire adhérer les gens à cette plateforme. Bon, après, esthétiquement, c'était pas la plus jolie, donc je pense des fois, ça tient à peu de choses. C'était peut-être pas non plus le plus pratique, parce vu que c'était pas une plateforme dédiée au suivi du compostage de proximité à la base. Donc là, depuis, ça doit faire 3 ans, il me semble, on a basculé tous nos sites de compostage sur cette plateforme. Donc, en fait, concrètement, comment ça se passe? Les référents viennent en formation. Suite à ça, je leur donne un accès à cette plateforme. Et donc, ça ressemble à ça. Voilà, ils ont une petite fiche avec leur site de compostage, donc une photo. Moi, j'ai accès au diagnostic que j'ai fait au préalable et à toutes les infos de l'installation. Ça, ce sont des rubriques qui leur sont pas accessibles à eux. Eux, ils ont surtout accès au suivi, à la partie réunion et à la partie documents, où ils peuvent retrouver toutes les photos qu'on a fait du site. Et moi, je leur mets également les comptes rendus, voilà, du matériel qui a été livré sur place. C'est toujours utile. Mais on peut voir, voilà, là, ça reprend l'adresse du site, le type de site. Il y a une géolocalisation qui me permet moi aussi d'avoir une cartographie avec tous les sites. Et voilà, c'est noté si c'est à moi de leur livrer la matière sèche ou pas et ce qu'ils compostent sur place. Lorraine, Oui, est-ce que OptiCompost est aussi disponible en version appli? non, c'est pas une application. Il faut ouvrir dans le navigateur. Après, bon, tout le monde a un navigateur web sur son téléphone. Moi, je l'utilise principalement sur mon téléphone, hein. Je prends pas mon ordinateur portable quand je suis sur le site. Et la navigation, elle est assez fluide, donc non, il n'y a pas d'application. Je sais pas s'ils comptent la développer ou pas, mais moi ça va. Franchement, c'est assez facile. Il n'y a pas de souci à l'ouvrir sur un téléphone portable. Ça s'adapte à l'écran. Et est-ce que tu Euh, as les tarifs? oui, j'ai les tarifs. Je voudrais pas dire de bêtises, mais j'ai toutes les factures dans mon ordinateur. Crois qu'on est à 1500 par année. Mais ça fluctue en fonction. Il y a un tarif en fait pour le logiciel en lui-même, et après il y a un tarif pour le territoire qui est couvert. Donc, nous, on a un seul territoire, c'est la MEL, mais je sais que pour certains syndicats mixtes, ils ont plusieurs territoires, donc du coup, ce sera forcément plus cher. Et on a aussi un tarif par administrateur. Donc là, moi, j'ai un compte et Cécile possède aussi le sien. Voilà, si j'étais toute seule, ça me coûterait un peu moins cher. Et évidemment, plus on est nombreux, plus ça coûte cher. Mais je peux envoyer les factures détaillées si ça intéresse quelqu'un, de voir exactement combien ça coûte par année. Et voilà. Et oui, chaque année, en fait, c'est un abonnement qu'on a. Il faut qu'on renouvelle notre abonnement. Donc, c'est un coût à l'année. Euh, Alors, Vas-y, dis-moi. donc il y a Benjamin qui veut bien les factures, les factures, avoir plus d'infos Ok, sur les j'ai mis mon tarifs. mail à la fin de la présentation, donc qu'il n'hésite pas Ouais, à m'écrire pour me demander et je lui enverrai tout je peux ça. vous transmettre aussi les mails respectifs des uns et des autres. Et peut-être pour te dire, Lorraine, il nous reste 15 minutes. Ok, je pense que je suis vers la fin, hein, donc je sais, j'ai vraiment aucune visibilité, mais normalement les règles à respecter, ça arrive à la fin. Donc je passe vite fait, voilà, ils ont un petit curseur pour ajouter des suivis. Là, vous pouvez voir ce que j'ai fait. On peut mettre un titre si on veut ou pas. Ça écrit qui a fait le suivi, si c'est mensuel, annuel ou pas, la date, combien il y avait de participants. Le logiciel calcule tout seul les quantités qui sont compostées par année selon voilà, un type de calcul. Et après, moi, j'ai la main pour modifier tout ça ou supprimer si jamais il y a un petit doublon.
Voilà à quoi il ressemble en fait. Concrètement, on écrit qui était présent, la date, l'heure, la durée. Est-ce que le site était bien propre? Est-ce que la signalétique est toujours en place? Est-ce qu'il y a besoin de maintenance ou pas? Est-ce que le site a besoin de matière sèche ou pas? Et là, dernièrement, il y a une mise à jour. Et donc, à chaque fois qu'un référent m'indique qu'il y a un besoin de maintenance ou un besoin de matière sèche, je reçois un mail récapitulatif qui me dit quels sont les sites sur lesquels j'ai besoin d'intervenir. Hop, donc, autre règle qui concerne l'entretien des bacs. Nous, donc les bacs sont garantis pendant 5 ans pour tout ce qui est petite manutention. Mais voilà, on avait un parc vraiment qui était vieillissant. Les plus anciens sites datent de 2019. Donc on peut voir sur la photo, ils étaient un peu en train de se délabrer. Au-delà du verdissement, on a des problèmes de casse de chaînes, les planches qui ne tiennent plus et ça devient assez dangereux. Donc là, on a fait une grosse campagne de remplacement de tous les sites de compostage. Comme moi, je retourne les voir une fois par an, j'en profite pour voir un peu si le matériel s'est pas dégradé entre-temps. Hop. Donc les problèmes rencontrés actuellement, on l'a dit tout à l'heure avec Cécile, comme l'appel à candidature est permanent, il faut qu'on communique régulièrement. On a aussi un réseau de référents de sites qu'il faut vraiment qu'on anime régulièrement parce qu'on a beaucoup de turnover sur la métropole. On a des difficultés à récupérer les données de compostage. C'est pour ça que j'insiste auprès des référents pour qu'ils me remplissent les suivis. Parce que oui, le logiciel calcule tout seul, mais s'ils ne remplissent pas, bah, en fait, j'ai pas du tout les données des quantités compostées sur l'année. La mise à disposition de broyats en continu, donc là, c'est pareil. J'insiste pour qu'ils me remplissent les suivis pour que je sache quand il y en a plus. Le renouvellement du parc, j'en ai parlé. Et donc, on a fait une expérimentation du compostage dans les cimetières avec des bacs, cette fois-ci, qui sont fournis par l'atelier bois de la Melle. Et donc, il était couplé avec une petite boîte à dons pour tout ce qui est pots de fleurs récupérés sur les cimetières parce que le but, c'était en fait de détourner de l'incinération tout ce qui était fleurs déposées sur les tombes. Donc, il y avait une étagère pour déposer le pot et ensuite une grille, enfin un genre de tamis où les gens étaient invités à gratter la plante pour qu'on puisse récupérer le terreau en dessous et pour qu'ils puissent, eux, ne jeter que la partie en fait avec les feuilles de la plante. J'en passe, je passe sur les solutions. En ce qui concerne donc les demandes de composteurs collectifs, Cécile l'a expliqué avant que je lui coupe la parole, mais elle a fait des réunions avec les bailleurs pour vraiment essayer d'augmenter les demandes de candidature sur ce volet-là. On n'a pas énormément d'habitats sociaux qui sont équipés actuellement. On a essayé aussi de récupérer, là on a les biobox de Roubaix qui sont intégrés à notre réseau, mais les biobox existent également sur 2 autres communes. Donc là, ce qu'on essaie, c'est de les intégrer dans notre réseau. Évidemment, ils sont suivis par leur propre maître composteur, mais voilà, pour tout ce qui est en tout cas changement du matériel et approvisionnement en broyat, eux, ça les intéresse de faire partir du réseau et nous, ça nous permet de couvrir encore plus de territoire. Voilà, bon, en gros, il y a beaucoup de démarchage qui est prévu sur cette année pour faire face à cette diminution des candidatures. On a un essoufflement aussi, comme je disais, au niveau des référents de sites. Donc là, on table vraiment, on essaie de leur organiser ce qu'on appelle des apéros compost, donc des temps où ils se réunissent entre eux pour échanger entre référents sur les pratiques, sur les difficultés rencontrées. On remplace donc le matériel pour un peu leur redonner aussi envie. Sur la métropole, on a vraiment beaucoup de déménagements. La démotivation, ça vient après, mais j'ai surtout énormément de déménagements. C'est vrai que quand j'ai des nouveaux référents, le fait d'avoir du matériel neuf, ça peut aussi leur donner envie. On essaie de les mobiliser et de recruter des nouveaux référents lors des temps d'animation. Donc pour ça, on se repose beaucoup sur tout ce compost et la fête du sol.
cette année, il y a vraiment une bonne mobilisation. Mikhaïla a rapporté les chiffres, mais moi, j'ai eu beaucoup qui ont ouvert leurs portes. Ça leur permet de recruter de nouveaux usagers et aussi, pourquoi pas, de motiver des usagers à devenir référents, même si on les recrute surtout lors des transferts, en fait, parce que souvent, ce sont les usagers les plus actifs qui deviennent référents. Et donc, autre piste aussi à creuser, c'était proposer de former les agents de proximité des bailleurs pour avoir un poste finalement, une personne au moins qui reste sur place, même si l'un des référents est amené à déménager, il y aura toujours un agent de proximité sur site. Et donc, notre expérimentation qui n'a pas fonctionné, j'en parlais juste avant, les composteurs en cimetière. Au final, ce qui s'est passé, c'est que tout reposait sur les agents municipaux. La plupart du temps, ça leur avait été imposé. Donc, ils n'étaient pas très, très heureux de devoir les gérer, en fait. Et ce qui se passe, c'est que les gens mélangent tout, en fait. Les étagères à dons fonctionnent dans une certaine mesure, mais bien souvent, je récupère de la mousse à l'intérieur, voire des plaques carrément, beaucoup, beaucoup de déchets plastiques. Donc après, l'agent, il devait faire le tri entre ces déchets là, plastiques, plus les déchets de cuisine déposés par les usagers. Voilà, à la période de la Toussaint, autant vous dire que les bacs explosent en fait littéralement. Donc on a un problème effectivement de volume. On pensait équilibrer la matière grâce à toutes ces plantes récupérées, mais au final ça fonctionne pas du tout. Il faut vraiment un approvisionnement en broyat sur site. Et le problème c'est qu'il n'y en avait pas, ça n'avait pas été prévu initialement. Et bien aussi quand les gens n'utilisent pas le tamis, on se retrouve avec le terreau dans le site de compostage. Donc là, actuellement, tous les sites ont été contrôlés et ce qu'on essaie de faire, c'est de les passer en site de compostage partagé classique. Donc ne plus accepter toutes ces petites plantes de, de cimetière, mais bien réorienter sur une ouverture aux usagers. Et voilà, je termine par ces photos d'illustration, donc des apéros compost qui montrent la mobilisation quand même des référents de sites. Et donc, voilà, c'est mes coordonnées s'il y a besoin pour tout ce qui est envoi de devis ou me contacter sur un autre sujet, mais je vais répondre aux questions dans le peu de temps qui nous reste. Merci beaucoup, Lorraine. Et il y avait Mathilde qui a posé une question, mais là, on a un peu de temps, donc si Mathilde, tu peux la poser directement. Moi, j'ai écrit effectivement au niveau de quand on a fait le café mardi, j'avais posé, je suis toujours avec mes trucs de compostage. Du coup, j'ai vu sur l'affichage que c'était écrit compostage collectif. C'était ce que je voulais savoir, si jamais tu mettais bien l'affichage pour les deux sites différents entre le partagé et compostage autonome en établissement. Non, il n'y a pas d'affichage différent et j'avais regardé justement quand tu avais posé la question, mais nous, c'est pas écrit compostage collectif, en fait, c'est écrit le compost mode d'emploi. D'accord. Après, c'est vrai que c'est écrit grâce au compostage collectif, mais bon, on n'a pas changé cette petite phrase. Parce que nous, Même du si coup, c'est du autonome en établissement, on ne change pas la phrase. Parce que nous, on a un truc d'écrit, c'est marqué bienvenue sur votre site de compostage partagé. Du coup, je me tâtais à mettre à côté, parce qu'on m'avait proposé mardi de mettre sur votre site de compostage. Du coup, je ne sais pas s'il faut rajouter collectif à côté plutôt que partagé, parce que ça serait de l'affichage pour que ce soit pour des sites autonomes ou pour du compostage partagé. Après, dans la réglementation, ils disent compostage de proximité. Tu peux peut-être mettre bienvenue sur votre site de compostage de proximité, vu que ça englobe à la fois le partagé et l'autonome en établissement. Ouais. Ouais. Ça résolverait ton problème.
d'appellation et comme ça, tu aurais un panneau unique pour tous les sites. Mais c'est vrai que nous, on change pas. Après, moi, j'ai vraiment pas beaucoup de sites de compostage autonome en établissement. Ouais. Et en tout cas, j'ai pas eu de demande récente. Ils étaient installés avant que moi je commence ce marché. Mhm. Donc, je sais pas si ce qui avait été décidé auparavant, mais bon, personne n'a jamais tiqué sur le fait que ce soit écrit dans les lignes compostage collectif en fait. D'accord. Après, souvent, même les sites de compostage autonome en établissement, sur la MEL, l'objectif, c'est qu'ils ouvrent aussi à l'extérieur. Donc, du coup, bah, c'est un mix. D'accord. Bon, bah voilà, c'était ça ma question. Je vais proposer du coup soit collectif, soit sur votre site de compostage de proximité. Je vais voir avec Bah la oui, com, du coup, oui. comment on peut faire. Mais, Je pense que si tu mets site de compostage de proximité, ça remplit bien les du cases, coup, quoi. je sais pas, Benjamin, si toi, si tu as un affichage pareil sur tes sites, ce que tu mets. Bonne question. Effectivement, j'ai de l'affichage, mais c'est pareil, on ne doit pas noter de titres comme ça. Nous, on a un slogan, c'est le compostage, il y a plein d'avantages, et on met plutôt ça en avant. Donc, D'accord. je pense mais je comprends ce que tu veux dire, parce qu'effectivement, le terme, des fois, il peut être important. Et je pense que je mixe, moi, assez souvent partagé et collectif. Mm. Et D'accord. voilà. Bah, Là, du je parle coup, plus des termes que j'utilise à l'oral, on va dire. Mais sur les affiches, je voulais justement vérifier. parce que c'est parce que en fait, on a fait le café et c'est vrai que Jessie était là. Lui, j'avais vu dans son affichage, il mettait voici un site de compostage autonome en établissement. Et après, il avait un autre truc marqué voici compostage partagé. Donc j'avais posé la question, on m'avait dit bah faut mettre juste site de compostage. C'est parce que comme on va inaugurer plus ou moins des sites, voilà, je voulais pas faire de bourre, même si en fait c'est vrai que peut-être que les gens ils jouent peut-être pas trop sur les mots, mais des fois il y en a peut-être non, et puis après il y en a peut-être, Oui. je ne sais pas, les gens des fois ils sont peut-être dès qu'on tire les. Nous, sur nos panneaux, pour Non, te mais dire, on explique comment l'utiliser, le composteur, et ensuite, moi, je trouvais que c'était important de donner les raisons pour lesquelles c'était bien de composter, et on parle du retour à la terre, et donc là, je mets le compostage de proximité, permet de valoriser les déchets organiques, donc là, je parle du compostage de proximité. D'accord. bah, c'est ça, ouais. Je pense que tu peux reprendre ce terme-là, celui qui est dans l'arrêté 9 Ouais. avril 2018. Hein. Ils disent bien Oui, ça compostage de englobe tout, proximité. moi. C'est ça, ça englobe tout et tu ne seras pas embêté par les puristes. Ok. Bon, on va faire comme ça. Parce que je vais à la com là après, donc du coup, je pourrais déjà dire faire cette modification. Merci à vous. Eh ben, merci à vous. Et il nous reste 2 minutes. Donc, si vous avez une dernière petite question, c'est le bon moment. Sinon, donc je laisse un petit blanc comme ça si quelqu'un se décide. Du coup, juste est-ce qu'il y aura un replay Oui. comme c'est d'habitude? Ouais, normalement, on a enregistré. Alors, si ça c'est bien enregistré, parce que on teste pour la première fois d'enregistrer avec Jitsi, qui est un outil libre. Et donc, c'est très chouette de soutenir les outils libres, mais bon, parfois ça fonctionne pas très bien. Donc, on a testé avec Lorraine avant. Moi, j'ai testé hier matin aussi. Donc, normalement, ça s'est bien enregistré. J'ai le fichier sur mon ordinateur. Donc, je vous l'envoie après s'il n'y a pas eu de petits loupés. Euh, voilà. Donc, je vous remercie peut-être si tout le monde est OK, on peut se quitter là. Je vous remercie Moi, pour votre attention. Ouais. j'allais dire merci, c'est très intéressant, même si j'ai loupé une partie. J'ai trouvé ça intéressant déjà, les diapos qui étaient là. Donc, je voulais vous remercier par rapport à ça. Eh ben, merci Mathilde. J'avoue que c'était une première pour moi. J'ai créé le diapo spécialement pour cette occasion. Donc, j'avoue, je l'avais pas encore expérimenté. Donc, s'il y a des trucs qui sont pas clairs et possibles, hein, n'hésitez pas à me le dire pour que je le modifie.
Voilà, j'ai essayé de pas oublier de points. Je savais même pas du tout le temps que ça allait me prendre et finalement j'ai beaucoup parlé. Voilà. C'était intéressant, effectivement. J'ai fait pas mal de captures d'écran. Eh bah top, 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 top. Merci Merci Lorraine. à toi et à tout le monde. Je prends. Merci à vous. Je vous mets un lien pour les mails. Je vois que vous avez envoyé les mails, mais je peux vous mettre aussi un lien pour Oui, une si demande. Benjamin, tu peux m'écrire en premier parce que sinon je vais probablement oublier de le faire. Mais je vous envoie un mail Écris-moi à un tout le petit monde mail. avec le mail de Lorraine et comme ça vous pouvez Oui, je veux après bien. lui écrire. Ça va être plus facile. Et j'ai pas oublié pour la demande du recueil des QPV, mais je l'avais que en PDF. Donc pareil, je vous l'envoie par mail. Je peux pas le transférer là, mais ça arrive après. Ah, c'était le document que j'avais demandé, c'est ça? Ouais, c'est ça, exactement. Ok. Ouais, top. Après, Bah, à demain, du coup, Michaela. Ouais, demain, à demain matin. Ouais, on se quitte plus. Ben, merci beaucoup à merci vous. d'aller abonner Et au RCC. Voilà, c'est ça. Ouais, bah, bonne fin d'après-midi à tous. Alors, du bon coup, après-midi. Merci. Au revoir. Bonne revoir. Au après-midi. revoir à Au revoir. tous. Au revoir à tous. Salut François. Salut Benjamin. Salut À Mathilde. bientôt. Ouais, j'ai dit coucou, hein. Coucou Ah, François. je sais, j'ai vu. On t'a pas beaucoup entendu d'ailleurs, François. Ah non, mais moi, Je m'attendais à un peu plus de- j'étais pas l'intervenant, donc c'est pas C'est moi vrai. qui interviens. C'est C'est vrai. Lorraine l'intervenante. Je la laisse gérer son truc. Si je commence à intervenir, le risque, c'est que vous me connaissez, je risque, voilà. Et c'est pas le but du tout. Voilà. Je vois ce que tu veux dire. C'est bien pour ça que je suis resté sage. Hein. Je suis resté bien dans mon coin, bien sage. Voilà. Vous avez Yes. droit à un compte rendu quand on verra.